Bonjour, il est 10h30. Commençons afin de disposer de tout le temps possible pour les présentations et pour la discussion à la fin. Il y a encore des participants qui continuent d'entrer, mais nous allons commencer le programme. Je m'appelle Wendy Nicklin, je suis présidente et chef de la direction d'Accréditation Canada et je suis honoré d'avoir été invité à animer une séance. Et à ce titre, j'ai eu la chance de recevoir un exemplaire de toutes les présentations à l'avance. Vous allez certainement être très intéressé par toutes ces initiatives qui vont vous être décrites par nos collègues. Quelques éléments à signaler pour commencer. Je voulais vous parler de l'appel à communication. Vous serez intéressé d'apprendre que 242 communications ont été reçues. Un comité de lecture a été créé. Pour la première fois, un patient a siégé au sein du comité de lecture. Donc je crois que cela témoigne de l'importance que les patients prennent de plus en plus dans les soins de santé, dans tous les aspects de la santé et de la qualité. C'était donc un élément critique qui a fait une différence et les meilleures présentations en sont ressorties, c'est évident. Le thème de cette séance porte sur les données, la technologie, mais plus généralement, il s'agit d'améliorer la qualité. Et vous allez voir des données probablement remarquables sur des initiatives que vous pourrez vous-même, je l'espère, utiliser dans vos propres organisations pour continuer à rehausser les normes. Donc le thème dont on entend parler de plus en plus, c'est celui de la diffusion. Certaines des observations qui ont été faites ce matin sur la diffusion sont très importantes. Comment partageons-nous les apprentissages ? Et il ne s'agit pas nécessairement de reproduire ce que quelqu'un d'autre a fait, mais il y a certainement des leçons extraordinaires que vous pouvez rapporter dans votre organisation. Alors, la machine est bien rodée grâce à QSSO et tous les organisateurs. Chaque équipe dispose de 7 minutes et je limiterai les temps de parole avec l'aide d'un chronométreur. Alors donc, 7 minutes, nous vous demanderons d'attendre à la fin pour poser vos questions. Alors si vous avez un bloc-notes ou une tablette, notez les questions que vous voulez poser et vous pourrez le faire à la fin de la séance. Alors pour résumer, comme vous l'avez vu, les objectifs d'apprentissage, apprendre comment vos collègues convertissent le savoir en pratique et les innovations qui ont vraiment transformé la prestation des soins de santé, favoriser une culture de qualité. L'un des critères pour accepter les communications, c'était qu'il fallait qu'il y ait des données probantes montrant que c'était une amélioration pérenne. Alors donc, conserver ce critère à l'esprit. Et puis, un autre élément, c'est la discussion, le débat, la remise en question, cette confrontation d'idées. Alors, passons à la première séance. Vous avez reçu les notices biographiques, je ne vais pas vous les lire. Je suis très heureuse de vous présenter Sanaz Riahi du Ontario Shore Center qui va vous parler du dossier médical électronique. Vous allez certainement apprécier cette présentation. À vous. Merci beaucoup. Je voulais tout d'abord saluer mon collègue, le docteur Ilan Fischler, qui est empêché d'être ici, mais qui a co-animé le travail que nous avons effectué chez Ontario Shores. Voici nos divulgations, aucune pour moi, et un travail de consultation pour le Dr Fischler. Alors, qui sommes-nous, Ontario Shores? Nous sommes un hôpital universitaire spécialisé dans les services globaux de santé mentale et de toxicomanie. Nous avons environ 326 lits d'hospitalisation et nous recevons plus de 60 000 visites ambulatoires chaque année. Nous avons environ 1300 employés. Nous proposons des soins axés sur la récupération à une gamme de populations chez Ontario Shores, depuis les adolescents et double diagnostic. Nous avons un vaste programme de psychiatrie pour adultes, un vaste programme donc de médecine légale, et puis il y a des programmes gériatriques et de neuropsychiatrie avec certains services spécialisés pour les patients ambulatoires. Nous sommes une organisation agréée Meditech 6.0. Nous sommes entièrement intégrés dans les services d'hospitalisation et d'ambulatoire. Nous avons atteint notre désignation du stade 7 HEMRAM de HIMSS. Nous sommes les premiers au Canada. Et le but principal de cette présentation est de signaler comment Ontario Shores a pu
utiliser la technologie pour faire progresser bon nombre de nos initiatives d'amélioration de la qualité et pour repérer les possibilités qui se concrétisent grâce à notre progression dans notre classement HIMSS. Alors, qu'est-ce que ça signifie le stade 7 de MRAM? Bon, nous avons été évalués en fonction des critères relatifs à l'organisation sans papier. Il fallait démontrer que nous utilisions les données qui sont saisies dans nos dossiers médicaux électroniques pour réaliser des analyses, dépister les problèmes, faire progresser les soins au niveau de la sécurité des patients, de la qualité des soins. Et il y a certaines catégories spécifiques au niveau de la saisie informatisée des ordonnances, où il faut atteindre 90%. Le balayage des médicaments et balayage des documents d'identification des patients par le personnel infirmier, 95%. Voilà les attentes auxquelles il fallait atteindre pour y parvenir. Certains des avantages que l'organisme a réalisés grâce à cette désignation du stade 7, et nous continuons d'en mesurer les avantages, c'est que nous pouvons continuer d'améliorer la qualité des soins. Nous avons la capacité de mesurer à bon escient les soins à partir de données spécifiques que nous recueillons dans notre système, et je vous en parlerai davantage. Nous continuons de faire progresser la sécurité des patients grâce à nos analyses et de plus en plus, nous accroissons l'accès et l'efficacité pour nos patients et nos cliniciens. Nous pouvons exploiter les technologies basées sur des données probantes et intégrer nos outils basés sur des données probantes dans notre technologie afin de réduire la variabilité et de faire progresser l'observance des pratiques basées sur les données probantes. Alors, quelques éléments clés au niveau de l'utilisation que nous devons faire de la technologie. Donc, la saisie informatisée des ordonnances ainsi que notre vérification des médicaments au chevet, c'est donc la lecture optique des médicaments et des bracelets d'identification des patients, ainsi que la mise en œuvre systématique de nos lignes directrices de pratique clinique. Je vais rapidement évoquer l'une des lignes directrices initiales que nous avons mises en œuvre au niveau de l'évaluation du traitement de la schizophrénie dans les soins de santé mentale et dans une unité d'hospitalisation. Mais il s'agit d'une progression sur 5 ans pour nous, dans laquelle, en tant qu'organisation, nous en sommes à la 3e année. Nous avons mis en œuvre 2 lignes directrices de pratique clinique au sein de l'organisation, dans l'ensemble de l'organisation, et nous avons utilisé la technologie pour intégrer ces lignes directrices au sein de l'hôpital. Alors voici quelques-uns de nos résultats dans la saisie informatisée des ordonnances. Vous voyez que d'après certaines des stratégies que nous avons mises en œuvre, nos médecins se sont conformés aux lignes directrices entre 94 et 96% du temps et ont saisi leurs propres ordonnances dans le dossier médical électronique. C'est donc très aligné sur la sécurité des patients. Notre personnel infirmier balaye les médicaments et les bracelets d'identification des patients. Au-delà de 95%, nous avons mis en œuvre des initiatives d'amélioration de la qualité afin de pouvoir identifier, en fonction de l'information que nous pouvons maintenant recueillir grâce à la technologie. Vous voyez, avant 2014, nous ne pouvons pas atteindre notre objectif. Et maintenant, à partir de nos analyses, à partir du repérage des problématiques, nous pouvons régler certaines questions de pratique et de processus. Nous repérions certaines solutions au niveau des pratiques et des promesses pour les pérenniser au-delà de la cible de 95%. Un autre avantage que nous avons pu réaliser consiste en la création d'un tableau de bord pour nos lignes de pratique clinique. Voici à l'écran le tableau de bord pour l'évaluation de la schizophrénie et le traitement de la schizophrénie. Non seulement ce tableau de bord existe-t-il au niveau de l'hôpital, mais nous avons ventilé ces rapports au niveau des prestataires. Alors chaque médecin reçoit chaque mois le rapport sur le nombre de patients qu'il suit, le nombre de patients qui ont par exemple un diagnostic de schizophrénie, et ensuite on ventile tous les indicateurs que nous avons identifiés au niveau de l'observance ainsi que les résultats, et nous indiquons leurs résultats. Alors vous voyez que ce graphique en haut à droite identifie le rendement du médecin par rapport au reste de l'hôpital. Nous le faisons depuis près d'1 an et nos médecins sont prêts d'ici 1 mois à débanaliser ou à ne pas banaliser les informations et tout sera transparent. Donc chaque médecin pourra voir quels sont les résultats qu'il obtient et quels sont les résultats donc des autres médecins. Alors voici un exemple entre plusieurs des mesures de soutien de prise de décision clinique que nous incorporons dans notre système afin de réduire la variabilité et de permettre aux cliniciens de se conformer facilement aux pratiques basées sur les données probantes. Par exemple, le médecin, au niveau de l'admission, peut déterminer s'il envisage de commencer une thérapie antipsychotique pour un patient. S'il répond oui, ça déclenche un ensemble d'ordonnances préparées d'avance pour les antipsychotiques, et alors toutes les ordonnances basées sur des données probantes du niveau du suivi des métaboliques, des tests dans le laboratoire. Et le médecin peut toujours prendre des décisions spécifiques en fonction de son expertise clinique et du patient, mais au moins le système lui suggère les pratiques basées sur les données probantes.
En fonction des délais, je ne vais pas trop entrer dans les détails au sujet des taux d'observance, mais depuis que nous avons mis en œuvre nos lignes directrices de pratique clinique, nous avons constaté une tendance à la hausse et nous en sommes au stade où nous avons la possibilité de marquer un temps d'arrêt et de commencer à ventiler l'information et de procéder à des analyses de données afin d'identifier pourquoi il y a des hauts et des bas dans nos taux d'observance et nous pouvons alors identifier certaines stratégies d'amélioration de la qualité pour les améliorer. Ce processus a été très multidimensionnel. Il ne s'est pas simplement un projet de technologie. La technologie, pour nous, est un moyen. Il s'agit donc de généraliser l'emploi, de rendre les pratiques utiles pour l'utilisateur final, de mettre en œuvre des mesures de gouvernance au niveau de la surveillance de nos données et des indicateurs pour nous permettre de soutenir nos cliniciens pour faire progresser les soins et se conformer aux pratiques basées sur les données probantes. Certaines de nos stratégies de transformation clinique en vue d'améliorer la qualité des soins et la sécurité des patients portaient sur la diffusion des résultats de conformité dans l'ensemble de l'hôpital et à différents paliers, donc au niveau de l'hôpital, au niveau de chaque fournisseur. Et puis dans le cadre de notre équipe de médecins, il y a certaines initiatives d'amélioration de la qualité. Il s'agit donc de favoriser des discussions sur certaines des questions qui en ressortent ou des cas qui se présentent. Ayant-ils la possibilité d'adapter nos modèles et notre dossier médical électronique, nous avons permis de faire progresser les pratiques basées sur des données probantes et de réduire la variabilité. Et encore une fois, le fait de donner à notre personnel une rétroaction individualisée a été très utile et a représenté, et de loin, un changement de culture pour nos cliniciens. Quelques-unes des leçons clés. L'importance d'avoir des communications régulières et ouvertes avec nos cliniciens au niveau de l'utilisation des données du système médical, du dossier médical électronique en vue d'améliorer la qualité des soins et la sécurité des patients. Il ne s'agit pas de pointer quiconque du doigt au niveau de la compétence, il s'agit de veiller à la qualité des soins et à la sécurité des patients grâce aux données. Nous sommes d'être transparents au niveau de ces notions plutôt que de nous fixer sur la compétence, de créer des infrastructures et des possibilités d'assurer la surveillance au niveau de ces données et d'avoir aucune rétroaction boucle pour nos cliniciens également. Merci. Merci. Nous allons à présent entendre Mark Pham et Tai Hun qui vont nous parler de choix avisés à l'hôpital général de North York. Le titre de leur présentation, mettre les données dans les mains des fournisseurs, repenser le principe que plus c'est mieux. Bonjour. Donc, Marc et moi allons parler. Je vais parler de la situation pan-canadienne et Marc va vous donner des exemples locaux. Nous n'avons pas de conflit d'intérêts. Alors, donc, il s'agit d'un effort mondial en vue de démystifier l'idée qu'en matière de santé, plus c'est toujours mieux. En fait, l'idée de l'abus, présentant un problème de taille, est à présent très répandu dans le monde. Aux États-Unis, par exemple, le Institute of Medicine déclare qu'environ 30% des soins de santé qui y sont dispensés ne sont pas nécessaires ou n'ajoutent pas de valeur. Je pense que c'est semblable au Canada, comme je vais vous le montrer d'ici une minute ou deux. Alors donc, notre campagne est à l'échelle pan-canadienne, une campagne donc à la base pour aider les médecins et les patients à participer à des conversations au sujet des tests et des traitements qui ne sont pas nécessaires pour les aider à faire des choix intelligents pour assurer la qualité des soins. Nous sommes financés par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario, par l'AMC et un consortium d'autres partenaires. Alors, comment ça marche? C'est très simple. Tous les médecins appartiennent à des spécialités et ces spécialités s'organisent sous forme de sociétés pan-canadiennes. Alors, si vous êtes cardiologue, par exemple, vous appartenez à la Société cardiovasculaire canadienne. Donc, nous travaillons avec ces sociétés pour leur demander de faire quelque chose de très simple, d'identifier 5 actes qui sont couramment posés dans la spécialité et qui ne sont pas étayés par des données probantes. Voici la liste, par exemple, des 5 premières interventions de la Société canadienne de médecine interne. Voici un exemple de la 5e recommandation. Alors donc, ne procédez pas par routine à des tests préopératoires pour les patients subissant des interventions à bas risque. Pourquoi c'est un problème? Bon, voici les données que nous avons recueillies. Notre équipe d'évaluation animée par Sacha Bhatia à Women's College au niveau de l'abus des tests préopératoires dans des interventions chirurgicales à bas risque. Il y a des interventions, par exemple des ablations de cataracte, réparation d'hernie, arthroscopie du genou, endoscopie, etc. Très faible risque. On n'a pas besoin d'un électrocardiogramme avant l'intervention dans la plupart des cas, mais vous voyez la ligne près de la moyenne provinciale en Ontario, 30%. Cela représente 2,2
millions d'interventions que nous avons analysées au cours des 5 dernières années et une proportion importante de ces interventions ont été précédées par des tests préopératoires, et notamment des électrocardiogrammes. Ce qui est encore plus remarquable, c'est la variation entre les établissements. Chacun de ces points représente un hôpital de l'Ontario. Il y en a près de 150. Certains donnent de très bons résultats, 3% de l'électrocardiogramme avant une intervention. À l'autre extrême, il y a 89%. Une variation énorme. Et je pense que nous pouvons réduire cette variation et bien entendu réduire la moyenne. Pourquoi? Bon, il y a bien sûr le gaspillage, puisque nous vivons dans un environnement caractérisé par la finitude des ressources, mais aussi ce genre de test peut déboucher sur des résultats négatifs pour les patients. Exposition superflue à la radiation, par exemple, sans parler des faux positifs et de tout ce qui les accompagne, l'impact psychologique qui les accompagne. Alors, je vais donner la parole à North York General, un des organismes au Canada qui mettent ces lignes directrices en pratique. Merci. Bon, merci tout le monde. Donc, chez North York General, nous avons entamé notre campagne en mai 2014 et nous avons passé 18 mois à tâcher d'intégrer les données probantes que la campagne au Canada et la campagne parallèle aux États-Unis ont réunies et donc insister sur l'importance de pratiques basées sur les données probantes. Nous avons plusieurs leviers en place. Les ensembles d'ordonnances, on en a déjà parlé. Nous avons tout un répertoire et de saisie électronique des ordonnances pour créer une bonne base. Nous avons une stratégie en 4 parties. Tout d'abord, obtenir l'aval de la haute direction médicale. Donc nous avons remis les données entre les mains des membres du personnel, non seulement les données recueillies par la campagne, mais également les aperçus que nous avions recueillis depuis un an entre le laboratoire, l'imagerie médicale, les médecins qui dispensent les soins en première ligne. Nous avons mis ces données entre les mains de tous les médecins de l'hôpital pour les amener à réfléchir aux 5 principales interventions qu'ils recommanderaient de cesser de faire. Est-ce qu'ils sont d'accord avec les recommandations de la campagne? Est-ce qu'il y a d'autres idées qui, selon eux, seraient très importantes, sur lesquelles il serait important de se concentrer pour améliorer les soins pour nos patients? Donc, avec toutes les communications, les blogs, etc., moi je regarde certains des tweets qui fleurissent aujourd'hui, des stratégies sur les médias sociaux. Nous avons vraiment pris notre élan dans l'hôpital pour nous concentrer sur la manière de réduire les tests superflus en nous concentrant sur notre vision et notre valeur de l'hôpital, c'est-à-dire mettre les patients d'abord. Nous avons remporté plusieurs grands succès. Nous travaillons au niveau de la diffusion et de l'échelle. Je me rappelle à ce que disait Daniel ce matin. Nous avons réalisé, grâce à nos efforts de réduction, 40% de réduction de tests en laboratoire dans l'urgence, c'est-à-dire un patient sur 3 ne fait plus l'objet de tests de laboratoire d'urgence après l'évaluation clinique et les patients qui sont testés le sont moins qu'auparavant. Nous avons également mis en œuvre les pratiques en matière de tests préopératoires dont elle vient de parler. L'équipe, là, vraiment, je félicite dans chaque cas les équipes cliniques qui ont animé ce travail, ont revu leur matrice tout entière pour les patients très stables subissant des interventions à faible risque qui ont réduit leurs tests préopératoires de 40% au laboratoire, oui, mais on le voit également au niveau des électrocardiogrammes. Nous avons continué d'insister au niveau des patients hospitalisés. Donc, nous avons développé les ensembles d'ordonnances pour les patients hospitalisés afin de réduire les tests de laboratoire, réduire les tomographies, réduire les radiographies automatiques dans l'unité de soins intensifs. Et nous avons également tâché d'absorber la diffusion d'autres établissements. Catherine va nous parler donc de l'excellent travail qu'a fait UHN au niveau de la consultation en matière d'imagerie médicale. Nous avons emprunté cette idée, nous avons tâché d'apprendre des autres hôpitaux. Nous cherchons constamment à tirer parti du travail des autres au niveau donc des choix avisés. Nous avons plusieurs efforts en cours et je serai heureux de vous en parler après la séance d'aujourd'hui. Et à présent, je vais rendre la parole à Tai pour nous parler des prochaines étapes de la campagne. Donc, si qu'on veut voir les vraies données, il y a des vraies données probantes. C'est phénoménal parce que North York General a l'une des urgences les plus occupées au pays et ils ont pu parvenir à obtenir des réductions de 40% dans les tests superflus. Alors, il y a plusieurs organismes comme l'hôpital North York General qui se manifestent dans le pays, qui mettent en place toute une série d'activités, une marée d'activités à la base animées par des médecins locaux pour mettre en place les recommandations sur la réduction des actes. À Halifax, à l'est, jusqu'à Vancouver, à l'ouest. Alors donc, vous avez certaines de ces cartes postales sur vos chaises signalant certains des efforts qui sont en cours. Mais il y a une chose que nous voulons vraiment développer, c'est de lancer ce défi des 10 millions. L'idée, c'est d'empêcher 10 millions de tests et de traitements superflus d'ici 2020. Si vous avez le temps,
passez à notre stand, à l'entrée du hall. C'est très simple. Inscrivez-vous chez nous et vous allez avoir un profil sur le site web. Vous avez une trousse très simple pour commencer. Choisissez une cible que vous allez mettre en œuvre d'ici un an. Dites-nous quels sont les résultats que vous avez tenus et nous allons soustraire ça des 10 millions. Donc nous espérons y parvenir d'ici l'année 2020, atteindre cet objectif. Bon, alors je vais conclure ici. Nous pourrons répondre aux questions. N'hésitez pas à passer à notre stand. Dr. Wendy Levinson, qui préside la campagne, donne une causerie cet après-midi. Je vous ai donné la version condensée. Je pense qu'elle va en parler plus longuement. Merci. Merci beaucoup. Il s'agit de gains très importants. À présent, nous allons entendre le Dr. Darren Larson, qui va nous parler de l'emploi du dossier médical électronique amélioré. Donc le titre de la présentation, faire progresser les impératifs de qualité en réalisant le potentiel des dossiers médicaux électroniques en utilisant la technologie pour transformer les soins. Bonjour, bienvenue, je suis très heureux de pouvoir vous parler de certaines des réussites que nous avons emportées dans l'univers des dossiers médicaux électroniques et leur mise en œuvre en Ontario. Bon, alors, divulgation, je suis chef de l'information de la société Ontario MD et également de l'Association médicale de l'Ontario. Ontario MD est une filiale à propriété exclusive de la MO, intégralement financée à l'heure actuelle par le ministère de la Santé avec un nouveau programme que je vais vous expliquer dans un instant. Nous sommes beaucoup amusés depuis 7 ans dans la mise en œuvre des dossiers électroniques dans les cabinets de médecins dans la communauté, avec succès au point où nous avons 80% des médecins de soins primaires en Ontario qui ont des systèmes de dossiers médicaux électroniques dans leur environnement de cabinet. Nous y sommes parvenus grâce à une approche persévérante, avec un cadre éprouvé. Nous sommes reposés sur des pairs, leaders et des équipes de gestion du changement et des équipes de terrain dans des pratiques individuelles pour aider les médecins à mettre en œuvre leur dossier médical électronique et puis donc se lancer, s'améliorer et puis donc passer à l'excellence. Alors, au fur et à mesure de l'évolution, nous ne finançons plus le matériel et le logiciel dans les cabinets de médecins, nous passons donc à un univers d'utilisation améliorée et la phase suivante de maturation des dossiers médicaux électroniques. Alors, comment montrer dans un environnement de pratique si vous travaillez avec un système mature ou pas? Nous avons mis au point un modèle de maturité qui nous permet de mesurer, parce que, bon, on ne peut pas changer ce qu'on ne peut pas mesurer, comme on l'a entendu dire encore, et on l'entendra toute la journée. Nous avons un modèle qui porte sur 7 domaines de pratique, sur une échelle de 0 à 5, 0 étant l'utilisation du papier et le niveau 5 étant des pratiques individuelles de très haut niveau, au niveau de la santé de la population pour les dossiers médicaux électroniques individuels. Ce modèle de maturité a été adopté par l'Association canadienne d'informatique de santé. Ce modèle est utilisé partout au pays, nous en sommes assez fiers, mais bon, qu'est-ce que ce modèle signifie? Comment le mettons en pratique dans chaque environnement individuel? Comment le fait-on monter en échelle? Comment le diffuse-t-on? Nous avons mis au point le rapport de cabinet sur le dossier médical électronique. Vous pouvez aller en ligne en tant que clinicien et répondre à un sondage qui pose 25 questions différentes. Et vous pouvez choisir le point où vous en êtes maintenant et le point où vous voulez parvenir. Donc en temps réel, vous recevez une analyse sur l'utilisation de votre système à votre pratique. Ça vous permet d'identifier les lacunes dans l'utilisation de votre dossier médical électronique et ça vous permet de vous concentrer plus spécifiquement sur 1 ou 2 ou 3 de ces écarts pour l'amélioration de la qualité. Ça, c'est très important pour les cabinets de médecins. Quand vous voyez donc une carte thermique et que vous voyez où est-ce que vous pourriez réaliser des améliorations, c'est un peu impressionnant. Donc nous voulons pas simplement dire vous avez les données maintenant, allez-y. Nous voulons les aider à passer au niveau suivant. Voici un rapide coup d'œil sur la maturité des 3500 médecins en Ontario qui ont subi ce processus. Il y a plus de 11 600 médecins avec des dossiers médicaux électroniques, 3 500 ont subi le modèle. Bon, il ne s'agit pas de lire les détails, mais très rapidement, les codes de couleur du rouge au bleu foncé, on peut voir les efforts. Donc, au niveau de la mise en œuvre, nous montons en échelle, mais pas tellement au niveau de la connectivité, on va essayer d'être l'intégration. Comment y parvenir? Bon, nous avons maintenant des équipes de terrain, 55 personnes sur le terrain qui sont des experts en gestion du changement et nous venons de
d'engager 60 pairs leaders dans le programme de pairs leaders Ontario MD qui sont médecins, infirmières, infirmières praticiennes, gestionnaires de cliniques qui peuvent aller dans les cliniques une à une ou procéder à des interventions de groupe afin de déterminer quelle est la lacune qui a été identifiée dans une pratique, comment apporter des changements au sein de la pratique à l'aide des outils en ligne, toutes sortes de programmes que nous avons donc pour la formation et puis les processus d'apprentissage en groupe. Alors voici un exemple des quelques 400 interventions qui ont eu lieu jusqu'ici. Les trois grands domaines sont la gestion de la pratique, la gestion de l'information et la gestion des résultats des patients. Cela ne vous étonnera pas. Mais si vous regardez là où les groupes veulent consacrer leurs efforts au début, il y a toujours des éléments comme la nomenclature, la qualité, la régularité des données. Si vous avez regardé un système de dossiers médicaux électroniques, vous savez avec certitude que la qualité des données qui sont saisies ne sont pas très bonnes. Il y a des gens qui placent donc le statut de tabagisme dans des listes de problèmes, dans les notes de progrès, parfois dans les endroits où le statut de tabagisme devrait être. Il y a des ordonnances qui sont différentes, toutes sortes de façons de coder ou de ne pas coder. Mais quand nous appliquons une approche uniforme dans ce programme que nous appelons le programme d'amélioration des pratiques de dossiers médicaux électroniques, le seuil est relevé. Dans les cycles d'amélioration de la qualité, il s'agit de parvenir à un niveau nouveau. Peu importe d'où l'on commence, il s'agit de déterminer où l'on veut parvenir et nous vous aidons à combler les cas. Comment? Eh bien, vous faites tourner l'outil sur la maturité des dossiers médicaux électroniques, vous consultez votre conseiller de pratique et chaque cabinet en Ontario a un conseiller de pratique, identifiez les lacunes, rechercher des domaines prioritaires de changement, c'est l'élément le plus important dans cette progression. Alors des interventions concentrées avec les conseillers en pratique, les consultants de pratique, les pairs, leaders et les autres. On commence par là grâce au cycle PEA classique, on regarde les améliorations de la qualité, puis ensuite on mesure, on monte les changements, on revient, on répète, on monte l'amélioration au fil du temps. Pour parvenir à une maturité maximum, il faut une intégration. Et ce n'est pas facile, comme vous le savez, si vous avez travaillé dans le secteur des dossiers médicaux électroniques. Pour y parvenir, nous devons nous rejoindre, des connexions. Il faut mettre en œuvre toutes sortes de moyens de la province. La bonne nouvelle, c'est que le nouveau système avec Ontario MD, le ministère, Ontario MD s'est vu donner la responsabilité de certains de ces projets d'intégration. La mise en œuvre dans les pratiques individuelles, gestionnaire de rapports hospitaliers, transmet les rapports directement des hôpitaux dans les environnements de dossiers médicaux électroniques. Nous avons achevé un projet pilote de consultation électronique et nous passons maintenant à l'aiguillage électronique. Nous mettons au point un tableau de bord des dossiers médicaux électroniques que nous espérons mettre en œuvre d'ici un an pour montrer les mesures de qualité de données des dossiers médicaux individuels qui peuvent être utilisés pour l'amélioration. La réservation électronique, ressortie à nous présent. Nous travaillons avec Santé électronique Ontario et d'autres grands systèmes provinciaux comme le profil médicamenteux, les ordonnances électroniques, les stratégies Ontario donc, et puis le répertoire d'imagerie diagnostique. Et il nous incombera donc d'aider à établir les liens entre des dossiers médicaux électroniques et ces autres bases de données. Ensuite, nous voulons établir le lien entre ce genre de travail pour l'amélioration de la qualité des systèmes de concert avec qualité des soins de santé de l'Ontario pour voir comment nous pourrions à partir des indicateurs de mesure du rendement des soins primaires, les intégrer dans notre travail, nous envisageons de préparer à une utilisation plus étendue des données sur la qualité, des données sur les décisions cliniques, les soutiens des décisions cliniques. C'est pourquoi nous travaillons avec l'AMO sur le programme proposé intitulé Aperçu pour les soins, analyse des données au chevet. Nous voulons répondre aux défis et aux changements dans les soins primaires et aux structures de responsabilisation potentielle dont on a entendu parler tout de suite. Je siège à une tribune cet après-midi avec le Dr Martin et David Prand et d'autres pour l'avenir des soins primaires, mais nous voulons nous concentrer sur l'amélioration des soins des patients. En définitive, nous travaillons tous avec les patients. Chaque jour, notre objectif ultime est d'être le meilleur médecin, la meilleure infirmière, le meilleur fournisseur que nous pouvons être. Et Ontario MD est là pour vous aider à progresser. Alors, je m'arrête. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Excellente communication. À présent, nous avons Laura Williams. Joanne Mitchell est retenue, donc Laura Williams va faire l'exposé seule. Elle travaille à l'hôpital Holland Blueview Kids. Elle va nous parler d'un portail santé pour les consommateurs, une orientation que beaucoup d'entre nous avons adoptée. Donc, comment mobiliser les familles dans la mise en œuvre d'un portail de santé du consommateur. Merci beaucoup. Oui, Joanne n'est pas ici parce qu'elle est enrhumée. Nous nous sommes dit que venir à une conférence de santé enrhumée, ce n'était pas une bonne chose. Bon. Alors, je voudrais vous parler du projet Connect to Care. Connect to Care, c'est un
portail santé consommateur que nous avons mis au point à Holland Bloor View en partenariat avec un soutien de financement de l'Inforoute Santé Canada. Alors, Holland Bloor View est un hôpital de réadaptation pour enfants à Toronto, le plus important hôpital en son genre au Canada. Nous avons plus de 600 admissions de patients hospitalisés par année, environ 60 000 visites ambulatoires. Pourquoi avons-nous voulu mettre au point un portail? Bon, deux raisons. Nos clients, nos familles sont venus nous voir après que nous avons eu adopté une plateforme de dossiers médicaux électroniques en disant, bon, vous avez la plateforme, alors maintenant nous voudrions avoir un accès aisé à notre information. Ils voulaient avoir accès à l'information depuis leur domicile à n'importe quelle heure du jour, pas simplement pendant nos heures d'affaires, mais en général quand ils avaient du temps libre, c'est-à-dire la soirée, même en pleine nuit. Nous savons que nos patients et nos familles peuvent être très occupés. Ils voulaient également avoir accès à tout en un même endroit. Ils voulaient être partenaires dans les soins, avoir facilement accès à l'information afin qu'ils puissent utiliser ces informations dans les autres systèmes de santé auxquels ils participent. Ils voulaient l'ouverture et la transparence. Ils voulaient une amélioration des communications. Ils voulaient de l'efficacité. Nous avons considéré qu'il s'agissait d'une occasion d'établir un partenariat avec nos clients et nos familles pour comprendre et dispenser de meilleurs soins à nos enfants et à nos familles. Il s'agissait donc il s'agissait dans le cadre de ce projet de donner à nos familles les moyens de jouer un rôle actif dans leurs soins en mettant en œuvre ce portail de santé pour consommateurs qui a été intégré dans notre système Meditech existant, encore une fois en partenariat avec l'Inforoute Santé Canada. Alors, après avoir travaillé avec nos patients et nos familles pour comprendre, et moi je veux vous dire que nos idées ont changé au fil du temps puisque les patients nous ont dit ce qui serait le plus important pour eux. Donc le point de départ de notre projet diffère un peu de son aboutissement. Alors ce que les patients ont surtout demandé, c'était la possibilité de voir leurs propres documents cliniques et d'imprimer ces documents pour les fournir, les remettre à d'autres fournisseurs ou les avoir à domicile, ne pas être obligé de s'adresser au département des archives, d'envoyer des chèques par la poste, de se rendre à l'hôpital, etc. Ils voulaient pouvoir visualiser leur calendrier de rendez-vous, les annuler et demander des fonctions également grâce à la plateforme en ligne. Nous voyons la possibilité donc de réduire les rendez-vous manqués ou les annulations de dernière minute grâce à un portail électronique. Ils voulaient également des systèmes de messagerie bidirectionnels sécurisés avec nos cliniciens. On parle du courriel, est-ce que le courriel est sécurisé? Beaucoup de nos cliniciens le font, mais ça permet également la communication bidirectionnelle par l'intermédiaire du portail. Donc il n'est pas nécessaire de documenter les discussions qui ont lieu par l'intermédiaire du portail pour le médecin. Alors, très brièvement, nous avons une stratégie de mobilisation des clients et des familles chez Holland Bloor View. Ça s'appelle notre programme de leadership familial. Nous avons environ 150 leaders bénévoles tirés des familles qui nous conseillent sur tous les aspects des soins. Donc nous avions un bassin tout naturel de bénévoles pour nous aider à élaborer ce système. Quand nous avons commencé, nous savions que nous devions les mobiliser dès le début pour éviter de mettre au point un système qui ne fonctionnerait pas ou qui ne répondrait pas aux besoins. Et notre comité consultatif des familles a participé donc dès avant le niveau le stade de la demande de financement. Ils ont siégé avec nous dans les téléconférences avec le ministère, avec l'Inforoute Santé Canada pour parler de ce qui leur importait. Nous avons ensuite eu des groupes de réflexion, des discussions en grands groupes et voilà où on a vraiment décidé le fond de la question. C'est là où nous avons modifié nos idées pour nous adapter à ce que les patients voulaient. Donc, ils ont siégé à l'équipe de sélection des fournisseurs. Les patients fait partie de l'équipe de projet tout au long du processus. Il y avait des patients au sein de notre équipe de changement. Il y a des patients au sein de notre équipe de changement, le comité directeur. Nous avons organisé notre premier projet pilote avec notre comité consultatif des familles et l'un de nos spécialistes des soins axés sur les familles est ici, Amir Kamali, qui a aidé à intégrer les familles. Nous avions également deux spécialistes des soins axés sur la famille qui nous aident à inscrire les familles à tous les stades de la mise en œuvre du portail. Et enfin, une étude de recherche. Nous évaluons non seulement les avantages, mais nous voulons comprendre si cela améliore les soins que nous fournissons dans notre hôpital. Je peux vous dire que le nombre d'inscriptions a été excellent, dépassant largement nos objectifs. Nous avons reçu le financement en octobre et nous avons lancé le portail en décembre. Vous savez que pour une solution de technologie, c'est très rapide. Donc nous croisions les doigts, tout le monde travaillait très fort. Notre cible pour la fin de cet exercice, donc une année de cycle d'inscription, était de 721 inscriptions.
et nous en avons maintenant 1440. Les utilisateurs. Donc encore une fois, est-ce que les gens utilisent vraiment le portail? C'est bien de s'inscrire, de s'intéresser, mais est-ce qu'ils utilisent le portail? Notre objectif était de 2200 et nous avons atteint 3700 utilisations jusqu'ici. Donc oui, c'est utile, les gens s'en servent et donc on procède à la mise en œuvre. Il y a un autre élément, c'est la participation des patients et de leurs proches, recueillir leur rétroaction au fil de la réalisation du projet. Je vous donne un exemple. Quand nous avons mis en place le portail, nous avions un système dans lequel les nouveaux avis, les nouveaux rendez-vous, les familles recevraient un avis par courriel, les clients recevraient un avis par courriel. Donc, nous avions des clients hospitalisés dans notre unité et les avis étaient envoyés à minuit. Bon, alors, les ados ont toujours leur téléphone à côté et met un bip chaque fois qu'ils reçoivent un message. Moi, j'ai un enfant de 11 ans et j'ai dû lui prendre son téléphone la nuit pour que ça ne le réveille pas. Et une mère est venue nous dire, ma fille ne veut rien vous dire, mais moi j'ai vu que le téléphone la réveille. Parce que dans une unité de patients hospitalisés, on change les horaires, on reçoit de nouveaux avis chaque jour. Donc, puisque la mère nous l'a dit, elle rentrait à la maison, le soir elle dormait à la maison, mais elle avait le téléphone à côté d'elle au cas où quelque chose arrivait à sa fille en pleine nuit. Elle aussi se faisait réveiller. Donc nous savons que pour les soins, pour les aidants et les clients, ils ont besoin de dormir. C'est une chose qu'ils ne peuvent pas beaucoup faire quand ils sont dans le système de santé. Donc grâce à cette rétroaction, en 2 jours, on a pu apporter un changement et maintenant les avis sont envoyés à 8 heures du matin, une heure beaucoup plus raisonnable. Mais ce que ça démontre, c'est que ces solutions ont besoin d'être agiles et il faut donner aux patients et à leur famille la possibilité de donner une rétroaction au fur et à mesure que nous constatons quelle est exactement l'expérience des utilisateurs. Alors donc, une ou deux citations de nos patients et familles. En passant en revue mon dossier, ça m'a rappelé à quel point Holland Bloor View a fait partie de notre vie, nous sommes très reconnaissants. Bon, les familles qui remontent en arrière, qui voient ce qu'elles ont vécu, quand on est dans le système, on n'est pas toujours conscient de ce qu'on a vécu jusqu'alors. Également pouvoir revenir en arrière, faire le point. Une autre citation, c'est étonnant, je peux montrer ça à mon entraîneur et il peut préparer ma formation. Ça, c'était une sportive à haute performance qui a pu utiliser l'information avec son entraîneur, c'est facile à accéder. Et puis enfin, une famille, j'ai hâte de jeter mon cartable. Les familles reçoivent beaucoup d'informations, surtout dans les maladies chroniques ou les familles qui ont des enfants handicapés, ils doivent recueillir et conserver des informations. Alors donc, voici le classeur qu'une famille avait constitué et elle m'a dit, je peux m'en débarrasser parce que maintenant tout est en ligne, facile d'accès. Voilà, je serai heureuse de répondre à vos questions. Merci beaucoup Laura. À présent, Dr Mélanie Rebello et M. Amir Afkam qui vont nous parler de la consultation électronique et de l'impact de la réduction de la nécessité de consultation face à face. Il s'agit de la région de Champlain, près d'Ottawa, et le titre de la présentation, donc les leçons en matière de mobilisation des fournisseurs, facteurs clés dans l'adoption et l'utilisation réussie du service de consultation électronique Champlain Base. Mélanie? Aujourd'hui, je vais vous parler des leçons que nous avons apprises en matière de mobilisation des fournisseurs dans le cadre de la mise en œuvre du service de consultation électronique Champlain Base. Je n'ai pas de divulgation. Alors, le service de consultation électronique nous est apparu comme une solution potentielle pour l'accès en temps utile au conseil des spécialistes pour les soins primaires. Le défi que nous avions dans la mise en œuvre, c'était de convaincre les fournisseurs de soins d'essayer cette nouvelle technologie. Aujourd'hui, je vais parler des fonctions clés du service qui ont entraîné un taux d'adoption et de satisfaction élevé au niveau des fournisseurs de soins primaires et des spécialistes. À l'issue de notre projet pilote, que nous avons lancé en janvier 2010, une version améliorée du service a été relancée en avril 2011 et fonctionne depuis lors. Nous avons constaté une croissance accélérée au terme du nombre de fournisseurs de soins primaires inscrits. À la fin septembre, nous avions plus de 700 médecins et 130 infirmières praticiennes inscrits. Et
Ce qui a été vraiment intéressant dans cette diffusion, c'est que ça s'est produit très organiquement. C'est vraiment attribuable au bouche à oreille des fournisseurs qui parlent du service à leurs collègues et ces observations viennent directement de nos fournisseurs et peuvent en attester. Nous avons commencé par 5 spécialités, nous sommes maintenant à 80 et nous avons atteint cette croissance surtout grâce à la demande des fournisseurs de soins primaires pour de nouvelles spécialités, les spécialistes qui venaient nous voir directement parce qu'ils pensaient que leurs patients attendaient trop longtemps pour être reçus ou étaient reçus sans nécessité. Comment le service fonctionne-t-il? Eh bien, un fournisseur de soins primaires s'inscrit sur un site sécurisé, remplit un formulaire pour choisir une spécialité d'une liste générale, et ensuite peut choisir des options plus spécifiques, propose le cas, est attribué à un spécialiste en fonction de sa disponibilité d'une rotation. Le spécialiste répond dans les 7 jours, il peut y avoir des échanges et, en définitive, le fournisseur de soins primaires clôt le dossier. Alors, les caractéristiques du service, et c'est important de se rappeler que ces caractéristiques sont mises en place dans le cadre du service géré, c'est-à-dire que nous abordons les choses différemment que la stratégie qui consiste à mettre la technologie entre les mains du médecin pour se débrouiller. La mobilisation des médecins, spécifiquement l'identification de meneurs d'opinion cliniciens qui peuvent jouer le rôle de champions du service, a été très important. C'est eux qui nous ont permis de démarrer, ce sont eux à qui nous nous adressons lorsqu'il y a un problème à régler. Nous voulons que tous les aspects du processus demeurent aussi simples que possible pour nos utilisateurs et nous y parvenons notamment en ayant un formulaire commun pour toutes les spécialités avec très peu de champs obligatoires. Les fournisseurs de soins primaires envoient le cas à une spécialité plutôt qu'à un spécialiste individuel, ce qui réduit l'incertitude au niveau du choix approprié et élimine la nécessité de deviner qui est actuellement disponible pour répondre. S'inscrire au service est très simple, et il n'y a pas de coût. Le fournisseur a simplement besoin d'un appareil qui peut se brancher sur Internet et de passer moins de 30 minutes à une séance d'orientation. Nous avons également mis en place un système de rémunération original pour les spécialistes qui les satisfait. Pas de facturation individuelle est nécessaire. Le système suit et génère les paiements chaque trimestre. Pour nous assurer que les fournisseurs de soins primaires puissent compter sur des réponses de qualité pendant une certaine période, nous avons mis au point un délai de réponse cible de 7 jours et nous fournissons un soutien proactif grâce à une plateforme de soutien technique très actif qui peut régler les problèmes comme les remises, le choix de nouveaux mots de passe, etc. rapidement. Nous faisons un suivi actif des données d'utilisation. Nous pouvons donc repérer les problèmes avant qu'ils ne deviennent des problèmes. Nous avons incorporé un sondage dans le cadre de la clôture, de l'étape de clôture, ce qui nous permet de fournir une interaction en direct à nos spécialistes. Ça, c'est très, très, très motivant pour eux, pour qu'ils continuent à participer. Grâce à l'enquête, nous pouvons repérer des besoins, des lacunes qui nous permettent d'améliorer le service. Nous avons des fournisseurs qui profitent de la conception flexible de notre système et qui intègrent la consultation électronique dans leur propre processus interne et flux de travail afin de réduire les temps d'attente. Et la combinaison de ces caractéristiques nous permet de recevoir des demandes de nouveaux utilisateurs qui recherchent activement à participer. Vous voyez la croissance accélérée au niveau du volume de cas que nous avons traités. Le nombre initial a plus que doublé d'un an sur l'autre et cette année nous prévoyons réaliser plus de 6000 cas. Alors voilà nos 6 principales spécialités. Nous avons reçu des cas pour chacune des 80 spécialités. Nos spécialistes ont été formidables, ont vraiment beaucoup soutenu le service et ça montre dans leur délai de réponse en moyenne une réponse aux consultations dans les 2 jours, parfois dans les 5 minutes. Voici la liste des spécialités. Donc, c'est une décision très facile pour le fournisseur de soins primaires d'utiliser consultation électronique parce qu'il sait qu'il pourra accéder à la spécialité qu'il recherche. Alors, l'une de nos questions de sondage demande aux fournisseurs de soins primaires d'identifier le résultat de la consultation électronique. Ce que nous constatons, c'est que dans plus des 2 tiers des cas, il n'y a pas de rendez-vous face à face avec le spécialiste. Dans 40% des cas, l'aiguillage n'est plus nécessaire, c'est-à-dire qu'environ 4000 patients ne finissent pas par s'inscrire sur une liste d'attente. Une autre question dans le sondage demande aux fournisseurs de soins primaires de confirmer s'ils ont reçu confirmation d'un traitement qu'ils avaient en tête ou quelque chose de nouveau qu'ils n'avaient pas envisagé. Dans 60% des cas, ils nous disent que c'était nouveau, mais dans les 2 scénarios, que ce soit les rassurer ou nous fournir de nouveaux conseils, les fournisseurs de soins primaires nous disent que dans 95% des cas, la consultation leur offre une valeur élevée ou très élevée. Alors, le genre de commentaires que nous recevons des fournisseurs de soins primaires porte sur l'apprentissage grâce au processus. Les patients apprennent également à connaître le service et sont ravis de pouvoir recevoir des conseils d'un spécialiste sans devoir lui rendre visite.
Et c'est très bien donc de voir des références à l'engouement pour consultation électronique. En définitive, bon, nous voulons que les fournisseurs de soins-services considèrent la consultation électronique comme le premier choix pour déterminer un traitement ou l'aiguillage. Merci Mélanie. Un ou deux éléments pour souligner et conclure. La réussite de ce projet était étroitement liée avec la définition claire du problème, c'est-à-dire accéder au conseil d'un spécialiste en temps utile et la création d'une approche simple et efficace pour régler le problème. Choisir des médecins champions et également proposer un service fiable sur lequel les fournisseurs de soins primaires pourraient compter, c'était vraiment essentiel. Nous avons également travaillé sur plusieurs fronts pour envisager des améliorations ultérieures et la diffusion du projet, en commençant par le projet pilote provincial financé par le ministère, auquel Darren a également fait allusion, qui fonctionne dans plusieurs régions depuis 9 mois. Nous travaillons très étroitement avec Ontario MD, le RLIS de Mississauga-Halton, pour pouvoir explorer des possibilités pour prolonger et étendre la portée et les avantages de ce service ailleurs dans la province. Il y a également des collaborations pan-canadiennes entre nos équipes de recherche et leurs homologues ailleurs au pays, donc restez à l'écoute. Il est très important également de signaler qu'il s'agissait d'une véritable collaboration entre plusieurs organisations. Voici la liste, le RLIS Champlain, l'hôpital d'Ottawa, l'hôpital Winchester, qui est un petit hôpital dans une zone rurale au sud d'Ottawa, et également l'Institut de recherche Bruyère. Le financement a commencé par l'Organisation des hôpitaux universitaires de l'Ontario, ensuite Télésanté Ontario en 2011 nous ont aidé à développer ça et le RLIS de Champlain a pérennisé ça jusqu'à ce que le ministère prenne le relais en janvier de cette année et le ministère finance le service depuis lors. Nous voulons également rendre hommage à deux de nos collaborateurs, le Dr Kelly et le Dr Elidi, qui ne pouvaient être ici aujourd'hui, mais qui sont également nos médecins champions. Merci. Très bien. Et enfin, nous allons entendre le Dr Heidi Roberts qui va nous parler d'une stratégie qu'elle a impulsée pour réduire les visites à l'urgence, pour améliorer le caractère approprié de l'imagerie, etc. Et il s'agit du pilote d'imagerie 1-800, créer des partenariats entre les soins primaires et l'imagerie médicale. Merci. Bon, je fais la présentation, mais c'est un effort d'équipe. Catherine Wang, notre directrice générale, est malheureusement empêchée, mais c'est elle qui a vraiment impulsé ce projet. Ce projet tire son origine essentiellement du service d'imagerie médicale. Encore une fois, il y a toute une équipe. Je voudrais remercier particulièrement Karen Weiss, qui ont vraiment fait tout le travail de collecte de données notamment. Bon, je dis que ce projet tire son origine de l'imagerie médicale, mais il y a en fait deux grands piliers. Tout d'abord, l'hôpital Women's College et puis l'initiative SCOPE. Alors donc, merci à nos fidèles soutiens Daniel Martin et Paul Pariser qui ont joué un rôle clé dans la création de ce projet. Nous n'avons rien à divulguer. Alors, donc si vous parlez à des médecins communautaires, si vous leur demandez ce qu'ils pensent de l'imagerie médicale, ils disent c'est très difficile d'avoir l'imagerie spécialisée, on ne sait pas vraiment quoi demander, on ne sait pas vraiment qui appeler, on n'a pas de point d'accès, et si nous aiguillons le patient quelque part, ça prend très longtemps avant que le patient ne puisse être reçu. Alors donc, si on a besoin d'imagerie urgente, on n'a pas le choix, il faut simplement envoyer le patient à l'urgence, ce qui n'est vraiment pas le meilleur moyen. Alors, nous avons tâché d'aborder ce problème compte tenu des buts. Donc, le triple but, réduire le coût par habitant, améliorer la santé de la population, améliorer l'expérience de soins. Alors donc, est-ce que notre projet se situe dans ce triangle? Donc, nous avons mis au point un projet que nous avons baptisé 1-800 Imaging, et donc le projet a été mis en place de mai 2014 à mars 2015, donc mars dernier. Y participaient 60 fournisseurs de soins primaires qui étaient inscrits au programme SCOPE et qui ont accepté de participer avec nous à cette initiative, à ce projet. L'objectif consistait à évaluer l'impact de cette plateforme de navigation, si vous voulez, sur le nombre de visites d'urgence
parce que notre principal résultat était donc la diminution du nombre de visites à l'urgence. Est-ce que ça peut être influencé donc par le caractère approprié des imageries demandées? Alors, le projet 1800 Imaging, c'est essentiellement donc une plateforme de navigation. Il y a un centre d'appel auquel peuvent accéder les fournisseurs de soins primaires, conçu pour améliorer l'intégration de l'imagerie médicale. Donc, afin d'assurer un caractère plus approprié de l'imagerie, c'est censé être facile. Un numéro de contact, vous rejoignez tout de suite les personnes qu'il vous faut. Ce sont des employés administratifs qui répondent au téléphone, pas de messages vocaux. On répond au téléphone, on coordonne les appels en fonction de la question effective que le fournisseur de soins primaires désire poser. Ça pourrait être caractère approprié. Je n'ai pas d'idée. Est-ce que je devrais faire une tomographie ou une IRM en l'occurrence? Ou alors ça pourrait être une consultation. Je ne comprends pas ce rapport. Ça pourrait être de notre établissement ou d'ailleurs. Par exemple, ou alors c'est un médecin qui veut accélérer l'imagerie. La définition d'urgence est très vaste. Ou alors le médecin peut dire, bon, le patient a déjà reçu son examen, j'attends encore le rapport, ou des informations générales. Par exemple, est-ce qu'un patient avec une allergie aux mollusques a une allergie aux médiums de contraste également? Alors, nous mesurons le nombre les volumes d'appels. Donc, quelle est donc la demande dans la communauté? Est-ce qu'il y a des appels reçus? Parmi les services que je viens d'énumérer, lesquels sont demandés? Et est-ce que ça s'est pérennisé? Est-ce que les demandes sont répétées, réitérées? Autre résultat, est-ce que nous réduisons le nombre de visites à l'urgence? Dans le projet pilote, on a demandé simplement qu'est-ce que vous auriez fait si vous n'aviez pas eu accès à la plateforme? Est-ce que vous auriez envoyé le patient à l'urgence? Alors donc il y a l'amélioration dans les imageries appropriées, bien sûr l'amélioration dans l'expérience patient et fournisseur. Voici le nombre d'appels que nous avons reçus en bleu pendant la phase pilote et puis en vert, pour montrer que ça continue. Donc ce sont donc le nombre d'appels que nous avons reçus. Donc vous voyez qu'il y a eu il s'agit des appels qui ont fait la transition vers les opérations. Donc il y a une crête initiale, les gens essayaient, donc il y a eu du bouche à oreille, des chiffres plus élevés, mais bon, ça s'est nivelé, ça n'a pas baissé. Donc la plupart des gens qui ont appelé y ont pris goût et ils continuent d'appeler. Nous avons eu 78% de premiers appels, mais également beaucoup d'appels réitérés. Donc les utilisateurs ont été satisfaits du service et ils ont rappelé. Donc, les services, bon, la nature des services sont mesurés. Donc, la majorité des imageries urgentes. Simplement essayer de faire intégrer le patient dans le système. Ensuite, l'information générale, ça pourrait être bon, des questions relatives à la technologie d'imagerie médicale, des questions relatives au type d'imagerie qu'il faut faire, donc une consultation relativement au caractère approprié, ou quel genre d'examen est-ce que mon patient devrait subir à présent. Et puis, c'est moins courant, mais la consultation du radiologue et les rapports urgents. Alors, le nombre de visites à l'urgence, nous avions 40 intégrés dans notre système. Donc 40 fournisseurs ont dit si je n'avais pas pu obtenir un rendez-vous grâce à vous, je n'aurais pas eu le choix, j'aurais envoyé mon patient à l'urgence. Ça représente environ 40% des appels d'imagerie urgente. L'amélioration dans le caractère approprié de l'imagerie a été signalée dans toutes les consultations sur le caractère approprié. Donc les participants se sentaient plus à l'aise et ont changé leur avis au niveau du type d'imagerie à utiliser. Dernier résultat, l'amélioration de l'expérience patient et fournisseur. Nous avons inscrit un ou deux commentaires. Donc, j'en cite quelques-uns. Donc, ce service était efficace, c'était merveilleux. Le fournisseur de soins primaires et les patients étaient satisfaits. Il déclare que ce service est excellent. Ça a aidé dans des cas urgents. Il y en a qui disent c'est spectaculaire, je ne me rappelle pas avoir pu accéder à un service aussi excellent depuis que j'étais résident. Alors les observations sont très positives. Donc les défis et les leçons. Les défis, c'est que, bon, il est très difficile de quantifier le succès et le résultat au niveau des médecins de soins primaires et des
patients et on travaille. L'autre défi, concilier cette initiative avec le caractère approprié et la campagne sur les choix. Les leçons, bien, les fournisseurs de soins primaires apprécient la communication directe avec le radiologue, qu'il s'agisse d'obtenir des informations ou de valider ce qu'ils pensaient déjà qu'ils feraient. C'est très utile pour eux d'être rassurés. Et on a besoin de lignes directrices intégrées pour assurer que l'utilisation est appropriée, équitable et efficace et n'entre pas en conflit avec les lignes directrices sur les caractères appropriés. Prochaine étape, et bon, c'est en fait le suivi de ce que nous a dit Daniel Martin ce matin. Il s'agit d'un projet pilote qui va déboucher sur une solution de système. La prochaine étape est celle de la diffusion. Nous avons tâché de repenser toute la progression, tout le processus d'imagerie. Ce projet pilote portait surtout sur le fournisseur de soins primaires, mais nous voulions également nous pencher sur le volet patient de l'expérience. Donc nous approfondissons, nous élargissons. La nouvelle version du projet est lancée encore une fois par le département conjoint d'imagerie médicale que nous représentons en combinaison avec Women's College Hospital, le projet SCOPE, et nous incluons par exemple l'équipe de santé familiale de Tattle Creek. Merci. D'excellentes présentations. Je félicite les intervenants de s'en être tenus aux 7 minutes, ce qui est difficile, mais ça a été très bien fait. Alors, à présent, la période de questions. Je vous encourage à vous présenter et également à dire à qui vous voulez poser la question. Les volontaires. C'était très clair. Est-ce que les intervenants ont des questions à se poser les uns aux autres? Ils ont des questions au sujet de leur représentation? Ah, une question là-bas. Bonjour. Au niveau de la campagne, donc choix avisé, vous avez montré des données à l'écran quant à la diminution de certains tests. Est-ce que vous pourriez nous parler des résultats du fait de ne pas faire les tests? On a entendu dire ce matin, est-ce qu'on peut... Mais si on trouve un cancer, mais si on fait ceci, est-ce qu'il y a des données que vous pourriez partager avec nous quant au fait de ne pas faire les tests? Bon, le résultat, c'est le plus difficile à suivre. Nous avons examiné cela à plusieurs égards. Nous avions un patient ressource dès le début. Et bon, cette personne avait une bonne idée de la manière dont les patients définissent ces résultats et nous a dit qu'il serait très difficile d'aller voir des patients qui n'avaient pas reçu un test, pas subi un test, en leur disant qu'est-ce que vous ressentez à l'égard du fait que vous n'avez pas reçu ce test, que votre médecin a changé d'avis. C'est difficile au niveau des patients. Donc au niveau des patients, on a essayé de faire le suivi de l'expérience des scores de satisfaction dans les domaines où nous apportions des changements considérables. On n'a pas vu d'impact négatif au niveau des scores. Donc c'est vraiment un recoupement. Au niveau des résultats cliniques purs, il y a deux facteurs. D'abord, c'est anecdotique dans les sondages auprès des médecins pour comprendre comment ils ont vu des changements. Alors donc, est-ce qu'il y a eu des tests supplémentaires? Si on réduit les tests en laboratoire dans l'urgence, est-ce qu'on voit des tests supplémentaires parce que le médecin décide qu'il fallait un test supplémentaire ou est-ce que le patient est réadmis pour telle raison? On n'a pas vu ces indicateurs, mais les résultats réels ont été très difficiles à suivre, donc on a essayé de procéder par recoupement. Bon, au niveau pan-canadien, les recommandations, on a environ 150 recommandations. Chaque recommandation est basée sur des données probantes et elles ont été sélectionnées en fonction des études précédentes réalisées pour suggérer par exemple que les tests préopératoires chez les patients à bas risque ne créent pas d'impact clinique absolument aucun. Donc tout est basé sur des données probantes. Une autre question? Oui, pour le même monsieur, je m'intéresse au diabète. Est-ce que certains de vos tests qui n'ont pas été effectués étaient reliés au diabète? Est-ce que vous le savez par cœur? Bon, je dirais que le seul où on faisait les tests aussi fréquemment, c'était le glucose. On a diminué le volume, mais c'était le seul. J'essaye de penser que, vous voulez dire au chevet? Ben, ça, c'était à l'urgence. Au niveau du chevet, on n'a pas changé nos processus au niveau de l'utilisation, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le niveau national? Oui, il y avait une liste qui a été produite relative aux patients. Alors donc, venez à notre stand, une petite pub, et on sera heureux de vous en parler. Là-bas.
Bonjour, je m'appelle Melissa de l'hôpital général de North York. Ma question porte sur la dame d'Ontario Shores au niveau du statut niveau 7 HIMSS. Félicitations. Donc à North York General, on est tout près, on est au niveau 6. Alors donc, quels sont vos conseils pour parvenir à ce niveau et pour pérenniser le changement une fois qu'on y est parvenu? Ça, c'est une question fantastique. Pour nous, il s'agissait d'amener notre personnel à reconnaître que, bon, faire progresser le dossier médical électronique, ce n'était pas une question de technologie. Donc on a incorporé, on a mis en œuvre nos lignes directrices en matière de pratique clinique. On a développé beaucoup d'ensemble d'ordonnances, des choses utiles qui nous ont aidé à intégrer des pratiques basées sur les données probantes. C'est ainsi qu'on a suscité l'adoption. Puis ensuite, redonner les données aux cliniciens encore une fois. Donc l'adoption, c'était très important pour nous parce que quand on l'a mise en œuvre, on a fait un big bang dans toute l'organisation. Donc dès la mise en œuvre en 2010, toute notre organisation était intégrée. Mais il s'agit vraiment de favoriser l'adoption et la mobilisation de nos utilisateurs. C'est vraiment sur cela qu'on a travaillé au fil des années. Merci. D'autres questions? Bon, alors je vais résumer brièvement ce que j'ai entendu et je pense que vous allez pouvoir réfléchir également, mais à mon avis, il y a quelques thèmes qui sont ressortis très... Oh, pardon, il y a une question, désolé. Je travaille dans un foyer de soins de longue durée. Je viens d'entendre dire qu'ils ont un dossier médical électronique et est-ce que vous prévoyez relier votre système au foyer de soins infirmiers afin qu'il ne soit pas nécessaire de téléphoner à l'infirmière pour avoir des mises à jour sur l'état de nos résidents? Je ne sais pas si cette question s'adressait à moi, mais je vais tâcher d'y répondre. Bon, le secteur des dossiers médicaux électroniques où évolue Ontario MD, il s'agit donc dans les cabinets de médecins et d'infirmières praticiens dans la communauté. Le lien entre les dossiers médicaux électroniques et les établissements de longue durée, ce ne sera pas notre domaine, c'est le domaine de Santé Ontario et de leur stratégie de connectivité. Si vous regardez la stratégie Télésanté pour Ontario, qui a été remise à jour en novembre 2014, oui, il y a un volet qui consiste à relier les établissements de soins de longue durée, les hôpitaux de soins chroniques et les foyers de soins infirmiers standards, où beaucoup de soins sont dispensés dans les projets de logement communautaire des personnes âgées, les maisons de retraite, où il y a divers niveaux de soins qui sont intégrés. Donc en définitive, ces systèmes doivent être reliés, tout comme un système de dossier médical électronique communautaire intégrerait vraiment le système. Donc ouvrez l'œil et quand vous arriverez donc au projet de connexion que Télésanté Ontario met en œuvre à l'heure actuelle, les divers réseaux de Grand Toronto, du Nord-Est, du Sud-Ouest, on commence à avoir la capacité d'appréhender un ensemble de données plus vaste sur un patient individuel qui nous vient des environnements hospitaliers reliés au système d'information de laboratoire, le répertoire d'imagerie diagnostique. Et un jour, lorsque les dossiers médicaux électroniques communautaires sont fusionnés dans cela, on aura la capacité de voir un ensemble de données plus vaste sur les soins du patient avant qu'il n'entre dans les soins de longue durée, les soins institutionnels. Alors, ça s'en vient, pas juste nous, mais nous sommes un morceau du casse-tête. Merci beaucoup. Une pause. Ah, bon, j'ai une question pour au sujet de la consultation électronique et de 1-800 Imaging. Bon, la responsabilisation au niveau juridique, lorsque des conseils sont donnés, qui est responsable de la décision ou des décisions qui sont prises dans la situation? Bon, pour la consultation électronique, la MPC a une déclaration pour les médecins. Il est important de noter que c'est le fournisseur de soins primaires qui est la personne la plus responsable. Il consulte, reçoit les conseils du spécialiste et peut ensuite décider comment appliquer ces conseils pour le traitement de leurs patients. Dans certains cas, dans notre service en particulier, le spécialiste ne connaît jamais le patient. Il n'a pas besoin de savoir qui est le patient spécifiquement. Il peut, en fonction de l'information qu'il reçoit, déterminer, bon, ce n'est pas adéquat, le patient n'a pas besoin d'être reçu par un spécialiste ou fournir quelques recommandations. Bon, ce n'est pas totalement nouveau parce qu'il y a des lignes directrices pour les consultations de couloir, les consultations au téléphone. La différence, c'est qu'ici, tout est documenté et transmis électroniquement, alors c'est un peu plus facile au niveau du suivi, etc. D'autres questions?
Bon, alors brièvement, pour résumer, il y a quelques messages que j'ai entendus très clairement, et vous aussi j'en suis sûr. Donc la technologie est un facteur très très positif et nous avons entendu décrire des initiatives formidables qui ont eu un impact énormément positif sur la qualité des soins, sur les cliniciens, sur ceux qui participaient à la prestation des soins. Donc la valeur de la rétroaction, des tableaux de bord cliniques, la communication ouverte. Bon, quand on a entendu parler de la campagne, la seule choix avisé, plus n'est pas toujours mieux. On le sait intuitivement depuis longtemps, mais comment le prouver? Comment est-ce qu'on commence à maîtriser cela? Donc, un travail très impressionnant au niveau de cette campagne et en vue également de diminuer les variations et ainsi de suite. L'expérience de North York est une leçon pour nous tous. Une diminution de 40% dans les tests de laboratoire à l'urgence, c'est impressionnant. Une diminution des radios thoraciques dans l'unité de soins intensifs de 20%, etc. Donc une initiative impressionnante. Dr Larson, bon, il s'agit surtout d'améliorer les soins. C'est ce qu'on entend constamment. Nous sommes tous ici pour voir comment nous pouvons améliorer les soins. J'ai été impressionné de vous entendre dire que 85% des médecins ont adopté les dossiers médicaux électroniques, ce qui est très impressionnant. Et puis la question du modèle de maturité. Bon, la diffusion et l'échelle, on en entend parler encore et encore. Plusieurs de nos conférenciers aujourd'hui en ont parlé, mais vous avez également entendu dire que la diffusion et l'échelle, c'est ce vers quoi nous sommes tous engagés. Comment pouvons-nous partager la bonne nouvelle, porter la bonne nouvelle? Il s'agit de l'amélioration de la qualité, de relier tous les éléments. Donc Laura a parlé de Connect Care, excellent acronyme pour ce site, et donc du portail de santé pour le consommateur. Vous avez entendu, dans chaque présentation, vous avez entendu dire que la mobilisation du patient, la participation du consommateur dans ce projet est essentielle pour assurer que le projet est pertinent, qu'il répond aux besoins. Et ça, c'est une initiative très impressionnante aussi. On a parlé donc de partenariat, que ce soit avec l'Inforoute, avec une autre organisation, avec un autre groupe de spécialistes. Aucun d'entre nous ne peut faire cela seul. Les partenariats sont essentiels. Et je crois que les statistiques que Laura nous a communiquées sont très impressionnantes. L'utilisation jusqu'ici est le quintuple de leur cible. Et donc ça, c'est vraiment un projet qui progresse de façon très très impressionnante. Consultation électronique, une initiative extraordinaire qui vient de ma région, de l'Ontario. Et bon, j'en avais eu une avant-première, mais c'est très très impressionnant. Et convaincre les spécialistes d'accepter ce genre de rôle. Il y a certainement eu des heurts, mais l'impact est gagnant-gagnant pour tout le monde. Il s'agit d'améliorer les soins. Il s'agit d'avoir accès aux spécialistes en temps utile, de réduire les délais et de fournir des soins de meilleure qualité pour les patients. Et puis enfin, donc Heidi, cette initiative que vous avez décrite est semblable à la consultation électronique, donc pour obtenir les conseils de spécialistes, spécifiquement en matière d'imagerie. On a entendu plusieurs fois évoquer la simplicité, condition de la réussite, simplicité d'approche, capacité de réponse, veiller à ce que les mesures mises en place soient raisonnablement faciles à utiliser, toujours garder présent à l'esprit les objectifs généraux. Donc, je voudrais remercier les auteurs de ces présentations très impressionnantes qui décrivent les initiatives en cours dans leurs organismes et j'espère que nous pourrons tous en tirer les leçons, les utiliser dans nos propres organisations pour favoriser la diffusion et l'échelle. En votre nom, je remercie les présentateurs.